Mon père et ma belle-mère m'ont expulsé pour voler l'héritage énorme que ma défunte mère m'a laissé. Il y a quelques jours, j'ai eu 18 ans, et ce qui aurait dû être une célébration s'est terminé par la confirmation de quelque chose que je soupçonnais depuis des années, mon père ne m'a jamais vraiment aimé. Ou du moins, pas assez pour que cela compte lorsque sa nouvelle femme a décidé qu'il n'y avait plus de place pour moi dans leur famille parfaite. Le pire, c'est que, malgré mes efforts pour être fort, une partie de moi se sent encore comme un enfant de 5 ans qui veut juste que son père l'aime. Ma mère est décédée quand j'étais très jeune, je n'ai presque aucun souvenir d'elle, et tout ce que je sais, c'est grâce à mon grand-père maternel. Il a toujours essayé de me raconter des histoires à son sujet, mais mon père détestait qu'il le fasse. Je pense qu'il ne s'en est jamais remis, ou du moins c'est ce que je veux penser, car sinon, l'alternative est qu'il s'en fichait tout simplement. Après le décès de ma mère, mon père est passé de relation en relation, comme s'il collectionnait les femmes. Il n'était jamais seul longtemps, il avait toujours une nouvelle petite amie, et il semblait qu'aucune ne durait assez longtemps pour que je m'y attache. Jusqu'à son arrivée. Je ne sais pas exactement ce que mon père a vu chez sa femme actuelle, mais dès le premier instant, j'ai su que les choses allaient changer. La façon dont elle me regardait, comme si j'étais une nuisance dans sa nouvelle vie avec mon père, me l'a fait comprendre dès le premier jour. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour cesser de cacher son mépris pour moi. Au début, j'ai essayé de lui plaire, je le jure. J'ai toujours été gentil avec elle, j'ai essayé de lui parler, d'aider à la maison plus que je n'aurais dû, mais rien n'était suffisant. Je ne sais pas si je lui rappelais simplement que mon père avait une vie avant elle, si elle me voyait comme un obstacle à sa famille idéale, ou si elle me détestait tout simplement sans raison. Mais le fait est qu'elle a fait tout son possible pour que je me sente comme un étranger dans ma propre maison. Et mon père? Mon père n'a jamais rien fait à ce sujet. Si elle disait que je devais faire toutes les tâches ménagères, il était d'accord avec elle et disait que c'était pour m'apprendre la responsabilité. Si elle insinuait que je manquais de respect alors que je ne parlais même pas, il me réprimandait sans réfléchir. Si elle se plaignait que je dépensais trop d'argent, il m'obligeait à trouver un emploi, même si l'école était exigeante. Chaque fois que j'essayais de lui parler, chaque fois que j'essayais de lui expliquer qu'elle me traitait comme une moins que rien, il me disait que j'exagérais, qu'elle voulait seulement ce qu'il y avait de mieux pour moi, que je devais faire un effort pour m'entendre avec elle parce qu'elle faisait partie de la famille maintenant. Mais la vérité était qu'il n'avait jamais fait partie de ma famille. Et après des années à supporter tout cela, le jour de mes 18 ans, je me suis réveillé avec la nouvelle que je devais partir. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de ma chambre pour le bébé qui allait arriver, que j'étais déjà adulte et que je devais apprendre à me débrouiller seul, que je pouvais sûrement trouver un autre endroit où vivre, que ce n'était rien de personnel, qu'ils le faisaient pour le bien du bébé. Comme si je n'avais pas été son fils aussi. Comme si ma vie n'avait pas d'importance. J'ai essayé de me battre, j'ai essayé de faire valoir que légalement, il ne pouvait pas me mettre à la porte sans préavis, mais mon père a simplement haussé les épaules et m'a dit qu'il avait déjà consulté un avocat, que je n'avais plus de droit dans sa maison, qu'il valait mieux pour tout le monde que je parte. Je n'avais jamais ressenti autant de douleur dans ma vie. Je ne savais pas où aller, je n'avais pas assez d'argent pour me trouver un appartement, et la seule personne à laquelle je pouvais penser était mon grand-père. Il était le seul qui avait toujours été là pour moi. Mais je savais aussi qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il avait été enseignant et pouvait à peine subvenir à ses propres besoins. Mais que pouvais-je faire d'autre? Alors, j'ai fait mes valises, triste de me voir partir. Je suis parti en me sentant complètement seul au monde. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que mon grand-père avait un plan qui allait changer ma vie et révéler des vérités que mon père n'avait jamais voulu que je découvre. Je suis arrivé chez mon grand-père avec une valise dans une main et ma dignité à peine retenue dans l'autre. Je n'avais pas beaucoup d'options, et même s'il m'était pénible de l'admettre, je n'avais pas non plus de plan. Je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite, comment j'allais payer mes études, comment j'allais survivre sans véritable soutien. Quand mon grand-père a ouvert la porte et m'a vu là, le visage encore rouge de rage et les yeux gonflés d'avoir été au bord des larmes tout le long du chemin, il n'a rien dit. Il m'a juste laissé entrer et m'a serré dans ses bras. C'était la première démonstration d'affection sincère que je recevais depuis longtemps, et j'ai été surpris de voir à quel point j'en avais besoin. Il m'a laissé m'asseoir, boire de l'eau et respirer avant de me demander ce qui s'était passé. Bien que je sois sûr qu'il se doutait déjà de quelque chose. Après tout, ce n'était un secret pour personne que mon père n'avait jamais été un père présent, et encore moins que sa femme me traitait comme une moins que rien. Je lui ai tout raconté, du moment où je me suis réveillé ce jour-là jusqu'à l'instant où j'ai franchi sa porte. Je n'ai pas essayé de contenir ma colère,
je lui ai dit ce que je pensais vraiment de mon père, de sa femme, de la façon dont il m'avait mis à la porte sans même cligner des yeux. Je lui ai dit que je ne m'étais jamais senti faire partie de cette maison, que depuis la mort de ma mère, mon père avait fait le strict minimum pour m'élever, comme s'il ne faisait que remplir une obligation au lieu d'être un vrai père. Mon grand-père ne m'a pas interrompu une seule fois, il a juste écouté. Et quand j'ai fini de parler, il est resté silencieux un instant. Je savais que ce jour arriverait, a-t-il finalement dit, sur un ton si sérieux que cela m'a rendu nerveux. Mais ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à retourner avec eux. Sa certitude m'a surpris. Je m'attendais à ce qu'il me dise d'essayer de parler à mon père, d'essayer d'arranger les choses, de lui donner une autre chance. Mais non. Était-il sérieux? Je ne sais pas comment je vais payer mes études, ai-je admis, me sentant plus vulnérable que je ne le voudrais. Je n'ai pas assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Ce ne sera pas un problème, a répondu mon grand-père sans hésitation. Cette réponse m'a déconcerté. Comment cela ne sera-t-il pas un problème? Il a soupiré et a regardé par la fenêtre comme s'il décidait combien il devait me dire. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, a-t-il finalement dit, en me regardant à nouveau. Quelque chose que ton père ne t'a jamais dit. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quoi? Ta mère venait d'une famille très riche. Cette information m'a laissé sans voix pendant une seconde. Quoi? Ils n'étaient pas seulement riches, ils étaient très riches. Et quand elle est décédée, ils ont laissé de l'argent pour toi. Mes pensées se sont mises à s'emballer. Alors mon père avait accès à cet argent? Oui. Mais il y a autre chose, il ne voulait pas que tu saches que cet argent existait. Mes mains se sont serrées en poing sans que je m'en rende compte. Tu es en train de me dire que j'ai travaillé, que je l'ai supplié pour le strict minimum, alors qu'il avait de l'argent économisé pour moi, pendant tout ce temps. Mon grand-père a hoché la tête, l'expression pleine de regret. Je n'ai jamais été d'accord avec cela. Je lui ai dit à maintes reprises qu'il devait l'utiliser pour assurer ton avenir. Mais il a toujours refusé. J'ai senti une vague de rage brûler en moi. Je n'arrivais pas à y croire. Tout le temps que j'ai passé à m'inquiéter de ma survie, de la façon dont j'allais payer mes études, alors qu'il avait accès à un fonds qui m'était destiné. Comment a-t-il pu me faire ça, ai-je demandé, plus à moi-même qu'à mon grand-père. Parce qu'il ne t'a jamais considéré comme sa priorité. Sa priorité a toujours été lui-même. Et maintenant, avec sa nouvelle femme et son bébé en route, il a décidé qu'il n'avait plus besoin de toi. Le coup de la vérité m'a coupé le souffle. Mon père ne m'avait pas seulement mis à la porte, il m'avait volé. Et le pire, c'est qu'il ne semblait même pas se sentir un tant soit peu coupable. Reste-t-il encore de cet argent, ai-je demandé, craignant la réponse. Mon grand-père a serré la mâchoire. C'est quelque chose que nous devons découvrir. J'ai peu dormi cette nuit-là. Ma tête tournait avec les informations que mon grand-père m'avait données. Ma mère avait laissé de l'argent pour moi, assez pour payer mes études et probablement plus. Et mon père l'avait caché pendant tout ce temps. Et le pire de tout, cet argent était-il encore là aujourd'hui? L'avait-il déjà dépensé? Mon grand-père n'a pas beaucoup dormi non plus. Je l'ai trouvé éveillé dans la cuisine très tôt, buvant du café en fronçant les sourcils. Je savais qu'il était contrarié, probablement comme moi. Mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant, de la détermination. Nous devons parler à un avocat, a-t-il dit sans embâche lorsque je me suis assis en face de lui. Un avocat? Oui. Si l'argent existe encore, nous devons le récupérer. S'il l'a dépensé, eh bien, nous verrons ce qui peut être fait. La seule pensée de confronter mon père comme cela me faisait bouillir le sang. Mais en même temps, je ne pouvais pas le laisser s'en tirer comme ça. Cet argent était le mien, ma mère me l'avait laissé, et il n'avait pas le droit de décider que je ne le méritais pas. Mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, si ma mère venait d'une famille riche, pourquoi n'avait-il jamais essayé de me contacter? C'était une question que j'avais évité de poser la veille parce que j'étais trop en colère contre mon père. Mais maintenant que mon esprit était plus clair, cela semblait impossible à ignorer. Mon grand-père a soupiré. Ce n'est pas qu'il ne le voulait pas, c'est qu'il ne le pouvait pas, comment ne le pouvait-il pas? Ton père s'est assuré qu'il n'ait pas accès à toi. Après le décès de ta mère, il a coupé tout contact avec sa famille. Il ne leur a pas permis de te voir ou de te parler. Il leur a clairement fait comprendre que s'il tentait quoi que ce soit légalement, il les combattrait avec tout ce qu'il avait.
Mais s'ils avaient autant d'argent, ne pouvaient-ils pas obtenir la garde? Mon grand-père a secoué la tête. Peut-être. Mais ils n'ont jamais essayé. Ils m'ont dit que c'était trop douloureux de te voir parce que tu ressemblais tellement à ta mère. Je ne savais pas quoi penser de cela. Une partie de moi comprenait que perdre ma mère avait été difficile pour eux. Mais une autre partie de moi était en colère, vraiment en colère. Ils m'ont laissé seul avec un homme qui ne m'aimait pas, juste parce que c'était difficile pour eux. Mais ce n'était pas le moment de penser à cela. Alors, que faisons-nous maintenant, ai-je demandé. Mon grand-père a sorti son téléphone et me l'a montré. Je leur ai parlé hier soir, après que tu sois allé te coucher. Mes yeux se sont écarquillés de surprise. Quoi? Oui. Je leur ai raconté ce qui s'est passé. Je leur ai dit que tu étais ici, que ton père t'avait mis à la porte, que tu avais vécu sans rien savoir de l'argent qu'il t'avait laissé. Mon cœur battait la chamade. Et qu'ont-ils dit? Ils veulent te voir. Mon esprit s'est vidé pendant un moment. Je ne les connaissais pas, je n'avais aucune idée de ce qu'ils étaient, je ne savais pas s'ils m'aimeraient ou s'ils avaient juste pitié de moi. Mais il y avait quelque chose en moi, une partie brisée qui cherchait à appartenir depuis des années, qui voulait dire oui sans hésitation. Mais il y avait autre chose dans tout cela qui m'inquiétait. Et s'il ne reste plus d'argent? Mon grand-père m'a regardé sérieusement. Alors nous nous battrons. Cet après-midi-là, nous sommes allés voir un avocat. Nous n'avions pas beaucoup de preuves, mais mon grand-père avait des enregistrements de certains dépôts qu'il avait reçus dans le passé de la famille de ma mère. Ils n'étaient pas directement à mon nom, mais au nom de mon père, ce qui compliquait les choses. L'avocat a expliqué qu'en fonction de la façon dont la fiducie était structurée, si elle existait encore, nous pourrions avoir une chance de la récupérer. Mais si mon père l'avait déjà dépensé, et que l'argent avait été légalement transféré à son nom, les choses se compliqueraient. J'ai quitté cette réunion la tête pleine de doutes et de rage accumulée. Mais les réponses allaient arriver plus tôt que prévu, car alors que nous rentrions chez nous, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Je l'ai laissé sonner, je n'avais aucune intention de lui parler. Mais ensuite, un message est arrivé, s'il te plaît, reviens à la maison. J'ai besoin de te parler. C'est important. Puis un autre, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. C'est une erreur. Et un autre, si tu continues comme ça, les choses vont mal tourner. La peur m'a parcouru l'échine. Mon père était désespéré, et cela ne pouvait signifier qu'une chose, il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas que nous découvrions. Je n'ai pas répondu aux messages de mon père, je ne les ai même pas ouverts, je les ai juste regardés apparaître à l'écran et je les ai laissés là. Mais mon grand-père les a vus. Il est nerveux, a-t-il dit avec un sourire sec. S'il menace, c'est parce qu'il sait que nous l'avons dos au mur. Je l'ai regardé, confus. Tu penses qu'il a vraiment dépensé l'argent? Je ne sais pas. Mais s'il l'a fait, alors il a peur parce que nous pourrions lui causer des ennuis judiciaires. Et s'il ne l'a pas fait, il doit paniquer parce que maintenant tu sais que l'argent existe. Cela avait du sens. Mais ce qui n'avait pas de sens, c'était le ton de ses messages. Mon père n'avait jamais été affectueux ou inquiet pour moi, il ne s'était jamais soucié de ce que je faisais tant que cela ne le dérangeait pas. Et maintenant, sorti de nulle part, il suppliait et menaçait en même temps. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Le lendemain matin, mon grand-père m'a réveillé tôt. Habille-toi, nous partons. Où? Voir ta famille maternelle. Mon estomac s'est noué. Je n'étais pas prêt pour cela, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais une partie de moi voulait les rencontrer, pas pour l'argent, mais parce qu'ils étaient la seule chose qu'il me restait de ma mère. Nous sommes arrivés dans un quartier qui était clairement dans une autre ligue par rapport à l'endroit où mon grand-père et moi vivions. De grandes maisons, des voitures chères, des jardins impeccables. Mon grand-père m'a regardé avant de sortir de la voiture. Respire. Ne t'inquiète de rien, sois juste toi-même. J'ai hoché la tête, même si mes mains transpiraient. Nous avons été accueillis par un homme grand et aux cheveux gris vêtu d'un pull de marque et d'un pantalon impeccable. Je l'ai reconnu grâce aux quelques photos que mon grand-père avait. C'était le frère de ma mère. Mon Dieu, a-t-il dit dès qu'il m'a vu. Tu es exactement comme elle. Je ne savais pas quoi dire. Je me sentais étrange, je n'avais pas l'habitude d'être regardé avec autant d'émotion. Il nous a conduits dans une immense pièce avec des fauteuils élégants et une cheminée allumée, même s'il ne faisait pas froid. Mes grands-parents maternels étaient là.
Mon grand-père avait l'air sérieux, mais ma grand-mère avait les larmes aux yeux. Nous ne pouvons pas changer le passé, a-t-elle dit, mais nous pouvons réparer l'avenir. Et c'était tout. Nous nous sommes assis et avons parlé pendant des heures. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur ma vie, mon enfance, mes études. Ils se sont excusés encore et encore de ne pas avoir été là. Ils ont expliqué que c'était trop douloureux pour eux après avoir perdu ma mère, mais cela ne justifiait pas l'abandon. Puis est venu le sujet de l'argent. Mon oncle est allé droit au but, quand ta mère est décédée, nous avons laissé un fonds fiduciaire pour toi. L'idée était que tu le reçoives à tes 18 ans, mais seulement si tu vivais encore chez ton père. J'ai froncé les sourcils. Quoi? C'était une erreur de notre part. Nous pensions que de cette façon, il serait obligé de bien prendre soin de toi, parce qu'il saurait que l'argent te reviendrait tôt ou tard. Mais nous n'avons jamais pensé qu'il te le cacherait. Ma poitrine s'est remplie de rage. Alors, il a eu accès à l'argent pendant tout ce temps? Mon grand-père maternel a hoché la tête. La fiducie a été conçue pour couvrir toutes tes dépenses, école, vêtements, nourriture, tout ce dont tu avais besoin. Et de temps en temps, nous lui envoyions plus d'argent pour nous assurer qu'il ne manquait jamais rien. J'ai senti un vide dans mon estomac. J'ai dû travailler pour payer mes propres affaires. Mon père m'a fait croire qu'il n'y avait pas d'argent pour moi. Le visage de mon oncle s'est durci. Alors, nous avons un problème plus important que nous le pensions. Cet argent existe-t-il encore, ai-je demandé, espérant qu'il ne l'avait pas tout touché. C'est ce que nous allons découvrir, a dit mon grand-père maternel. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro. Je vais appeler notre avocat. La peur se mêlait à l'adrénaline en moi. Le silence dans la pièce est devenu pesant alors que mon grand-père maternel parlait à son avocat. Je n'entendais pas toute la conversation, seulement des fragments. Nous avons besoin d'accéder, immédiatement, fraude possible, vérifier les mouvements bancaires. J'arrivais à peine à assimiler ce qui se passait. Mon père avait reçu de l'argent pour mon éducation, mon bien-être, et je n'en ai jamais vu un centime. Pendant que je travaillais dans un restaurant de restauration rapide après l'école juste pour m'acheter des vêtements et payer mes sorties avec des amis, il vivait sans souci avec sa nouvelle femme, sans que je sache que cet argent existait. Finalement, mon grand-père maternel a raccroché et s'est tourné vers moi. Cela va nous prendre quelques heures, mais l'avocat pourra accéder aux informations de la fiducie. Là, nous verrons exactement ce que ton père a fait avec l'argent. J'ai juste hoché la tête, sentant un vide dans mon estomac. Le reste de la journée a été flou. J'ai essayé de me distraire, mais mon esprit revenait sans cesse à la même question, jusqu'où mon père était-il allé? Avait-il tout dépensé? L'avait-il caché sur un autre compte? Dans l'après-midi, ils nous ont appelés. Mon grand-père maternel a mis l'appel sur haut-parleur pour que nous puissions tous entendre. J'ai les informations de la fiducie, a dit la voix de l'avocat, et vous n'allez pas être content de ce que j'ai trouvé. Un frisson m'a parcouru l'échine. Le fonds original était bien structuré. Votre mère s'est assurée que l'argent soit en sécurité jusqu'à vos 18 ans. Cependant, lorsqu'elle est décédée, votre père avait un accès partiel, uniquement pour couvrir les dépenses essentielles liées à vous. Mais il y a quelques années, il a fait quelque chose de très suspect. Nous sommes restés silencieux, attendant. Peu de temps après avoir épousé sa nouvelle femme, il a transféré une grande partie de la fiducie sur un compte personnel. Techniquement, il n'a violé aucune règle du contrat original, mais l'argent était destiné à vous. L'air s'est coincé dans ma gorge. Combien d'argent reste-t-il, a demandé mon oncle, le ton tranchant. L'avocat a marqué une pause. Presque rien. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais entendre ces mots m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Combien a-t-il dépensé, ai-je réussi à demander, sentant la rage monter dans ma gorge. Environ 90% du total. Mon esprit s'est vidé. 90%? C'est impossible, ai-je dit, trouvant à peine ma voix. À quoi l'a-t-il dépensé? Nous pouvons demander une ventilation des transactions, mais en général, il semble qu'il ait utilisé l'argent pour maintenir son train de vie, paiement de maison, voiture, voyage. Il a également effectué des virements vers des comptes qui ne sont pas à son nom, ce qui pourrait indiquer qu'il le cachait. J'ai couvert mon visage avec mes mains. Tout l'argent que ma mère avait laissé pour moi, volé. Mon père m'a mis à la porte parce que je ne lui étais plus utile, parce qu'il ne pouvait plus utiliser ma fiducie pour maintenir sa vie confortable avec sa nouvelle femme. Et,
Et quand il s'est rendu compte que je connaissais la vérité, il a commencé à m'appeler, à me demander de revenir, à supplier. Non pas parce qu'il voulait que je revienne, mais parce que si je n'étais pas chez lui, il ne pouvait pas justifier de continuer à recevoir de l'argent en mon nom. Pouvons-nous le poursuivre en justice, a demandé mon grand-père maternel. Oui, mais le processus peut être long. Cependant, il y a quelque chose que nous pouvons faire plus rapidement, nous pouvons geler ses comptes et exiger qu'il restitue ce qui reste de la fiducie. Faites-le, a répondu mon grand-père maternel immédiatement. J'arrivais à peine à réagir, j'avais des vertiges. Mais une chose était certaine, je n'allais pas laisser mon père s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Ma tête était trop pleine de pensées, de rage, d'incrédulité. Toute cette affaire était un cauchemar. J'ai passé ma vie à croire que mon père était juste un homme froid et distant, mais je n'avais jamais imaginé qu'il était assez misérable pour voler l'argent que ma mère avait laissé pour mon avenir. Et le pire de tout, c'est qu'il savait que je finirais par le découvrir. C'est pour cela les messages, les appels, la tentative désespérée de me faire revenir à la maison. Il ne voulait pas arranger les choses, il voulait s'assurer que je ne puisse rien faire contre lui. Mais maintenant, je connaissais la vérité, et je n'allais pas rester les bras croisés. Le lendemain matin, mon grand-père maternel m'a réveillé tôt. L'avocat a déjà déposé la demande de gel des comptes de ton père, a-t-il dit dès qu'il m'a vu ouvrir les yeux. Dans quelques heures, son accès à l'argent sera bloqué. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et d'anxiété. Cela signifie-t-il qu'il ne pourra plus utiliser ce qui reste? Exactement. Et si nous le voulons, nous pouvons le poursuivre en justice formellement pour récupérer ce qu'il a dépensé illégalement. J'ai juste hoché la tête, sentant que tout cela ne faisait que commencer. Peu de temps après, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était encore mon père. J'ai ignoré l'appel. Puis un message est arrivé, « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» J'ai regardé l'écran fixement. 1 minute plus tard, un autre message, « Mes comptes sont gelés. Je ne peux rien payer. » Qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang? Finalement, il a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Que veux-tu, ai-je dit sèchement. À l'autre bout du fil, mon père respirait lourdement. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as aucune idée de ce que tu causes. J'ai laissé échapper un rire amer. Ah oui? Éclaire-moi. Tu ne sais rien au sujet de l'argent, a-t-il grogné. Sais-tu combien il a été difficile de tout maintenir? La maison, les factures, le train de vie auquel tu étais habitué. Es-tu sérieux, les jeux interrompus, sentant la rage bouillir en moi. Mon train de vie? J'ai dû trouver un emploi parce que tu m'as fait croire qu'il n'y avait pas d'argent pour moi. Cet argent n'était pas seulement pour toi, a-t-il essayé de soutenir. Il était utilisé pour la famille. Ta nouvelle famille, ai-je rétorqué. Il y a eu un silence de l'autre côté. Écoute, a-t-il poursuivi, la voix plus basse, comme s'il essayait de se calmer. Nous pouvons arranger ça. Reviens juste à la maison, nous pouvons en parler en personne. J'ai ri à nouveau, sans humour. Pourquoi faire? Pour que tu puisses me manipuler comme tu l'as toujours fait? Je ne te manipule pas, a-t-il grogné. Tu es mon fils, bon sang. Non. Pas quand ta femme a décidé que j'étais superflu dans la maison, lui ai-je rappelé. Un autre silence. Tu vas le regretter, a-t-il finalement dit, la voix glaciale. J'en doute, ai-je répondu avant de raccrocher. Le reste de la journée a été une montagne russe d'émotions. L'avocat a confirmé que les comptes de mon père étaient bloqués. Il ne pouvait plus accéder à ce qui restait de la fiducie. S'il voulait récupérer quoi que ce soit, il devrait faire face à la musique et répondre devant la justice. Et même si je savais que cela n'allait pas être facile, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais maître de ma propre vie. Mais ce n'était pas fini, car mon père n'était pas du genre à abandonner facilement. Et bientôt je me rendrais compte qu'il était prêt à tout pour essayer de retrouver son train de vie confortable. Je m'attendais à ce que mon père essaie de me contacter à nouveau, qu'il continue avec ses menaces voilées ou ses faux appels à l'aide. Mais je n'étais pas préparé à ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain même, je venais à peine de me réveiller lorsque mon grand-père est entré dans ma chambre avec le téléphone à la main et un regard de colère absolue. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé immédiatement, sentant un mauvais pressentiment. Ton père essaie de nous poursuivre en justice. J'ai eu un blanc. Quoi? Il dit que nous le diffamons,
que nous lui causons un préjudice économique injustifié. Il m'a fallu quelques secondes pour assimiler l'information. Tu es en train de me dire qu'après m'avoir volé, après m'avoir mis à la porte, il a maintenant le culot de dire que nous ruions sa vie? En gros, oui. C'était ridicule, je n'arrivais pas à y croire. Peut-il faire ça? Il peut essayer, a dit mon grand-père en croisant les bras. Mais l'avocat s'en occupe déjà. S'il pense qu'il peut nous intimider avec un procès, il est plus désespéré que nous le pensions. Je ne savais pas s'il fallait rire ou crier. Que faisons-nous maintenant? Nous allons rencontrer l'avocat plus tard pour préparer notre défense, a répondu mon grand-père. Mais ne t'inquiète pas, nous avons suffisamment de preuves qu'il a détourné l'argent qui ne lui appartenait pas, j'ai soupiré et passé mes mains sur mon visage. Je n'arrive pas à croire qu'il fasse ça. Si, tu peux, a dit mon grand-père avec un demi-sourire ironique. Tu le connais bien. Et il avait raison. Mon père avait toujours été comme ça. Il s'en tirait toujours, il trouvait toujours un moyen d'éviter les conséquences de ses actes. Mais cette fois, je n'allais pas le laisser faire. Plus tard, au cabinet d'avocats, ils nous ont expliqué la stratégie. C'est une affaire faible de sa part, nous a-t-il assuré. Il n'y a aucune base légale pour sa poursuite, et tout indique qu'il essaie juste de vous faire pression pour que vous abandonniez l'action contre lui. Et que faisons-nous, ai-je demandé. Rien. Laissons-le essayer ce qu'il veut. Nous continuerons avec la récupération de l'argent. Mais mon père ne s'arrêterait pas là. Le soir même, j'ai reçu un autre message d'un numéro inconnu, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Tu gâches tout. J'espère que tu es prêt pour ce qui va arriver. Je l'ai bloqué sans répondre. Mon grand-père avait raison, mon père perdait le contrôle. Et quand quelqu'un comme lui se sent acculé, il peut devenir dangereux. Je m'attendais à ce que mon père essaie quelque chose d'autre, mais je n'étais pas préparé à ce qui s'est passé ensuite. 2 jours après la réunion avec l'avocat, nous avons reçu une notification officielle, mon père avait décidé de déposer une demande conventionnelle. Mais le pire n'était pas cela. Dans sa poursuite, il prétendait que mon grand-père maternel et moi l'avions extorqué pour nous donner l'argent, que nous l'avions manipulé avec de fausses accusations, et qu'il souffrait maintenant de graves dommages émotionnels à cause de la trahison de son propre fils. J'ai regardé le document avec incrédulité. Ce type est fou, ai-je dit, passant une main sur mon visage. Il est plutôt désespéré, a répondu mon grand-père maternel entre ses dents serrées. Il sait qu'il va perdre, alors il essaie de nous faire dépenser de l'argent en avocat, de nous faire douter, de rendre tout plus compliqué. Et maintenant? Maintenant nous continuons avec le plan, est intervenu l'avocat, assis en face de nous avec une expression de calme complet. Ce qu'il fait est un coup bas. Il n'a aucune preuve de quoi que ce soit, et nous avons des preuves de tout ce qu'il a fait. Cela pourrait retarder un peu le processus, mais au final, cela ne changera pas le résultat. J'ai serré les poings. J'étais fatigué des jeux de mon père, de sa manipulation, de sa capacité à toujours tout ramener à lui. Mais quelque chose en moi a changé à ce moment-là. Je n'avais plus peur, je ne me sentais plus comme un enfant mendiant l'attention d'un père qui ne m'a jamais aimé. Maintenant, j'étais un adulte, et j'étais maître de ma vie. Les jours suivants ont été tendus, mais ma famille maternelle m'a soutenu à tout moment. Mon grand-père et mon oncle maternel m'ont assuré qu'ils prendraient en charge les frais juridiques, et que je n'avais pas à me soucier de quoi que ce soit. Pendant ce temps, l'avocat travaillait rapidement. En quelques jours, il a présenté des preuves de toutes les transactions suspectes de mon père, y compris les fonds transférés sur les comptes de sa femme. Nous avons également trouvé des enregistrements des dépôts originaux de la famille de ma mère, et la preuve que l'argent était destiné uniquement à mon bénéfice. En gros, nous avions tout pour prouver que mon père avait commis une fraude. Et lorsque son avocat a reçu les preuves, tout a changé. Un soir, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était mon père. Je l'ai ignoré, mais ensuite un message est arrivé, « Parlons, s'il te plaît ». J'ai ressenti un frisson. Il était passé de la fureur et des menaces à me demander de lui parler. Mon grand-père maternel a vu mon expression et s'est approché pour lire le message. « Ne le fais pas », m'a-t-il averti. « Ne tombe pas dans son piège. » Mais cette fois, j'avais l'impression d'avoir l'avantage. Alors j'ai répondu, « Pourquoi faire ? Je n'ai plus rien à te dire. » Il lui a fallu quelques minutes pour répondre, « Je ne veux pas que cela se transforme en un désastre juridique. Nous pouvons régler cela entre nous. » J'ai ri sans humour. Il n'y a plus de nous.
Tu as signé ton destin lorsque tu m'as mis à la porte. Plusieurs minutes se sont écoulées avant qu'il ne réponde, je ne peux pas tout perdre. Pas comme ça. Je n'ai pas répondu. C'était la dernière fois qu'il a essayé de me contacter. Des semaines plus tard, son affaire s'est complètement effondrée. Son avocat s'est retiré lorsqu'il a vu qu'il n'avait aucun moyen de gagner. Le tribunal lui a ordonné de restituer ce qui restait de la fiducie et de payer une compensation supplémentaire. Je n'ai pas récupéré tout l'argent qu'il m'a volé, mais j'ai récupéré assez pour couvrir mes études et recommencer ma vie. Mon père, en revanche, a presque tout perdu. Sans la fiducie, ses finances se sont effondrées. Sa femme n'a pas hésité à le quitter lorsqu'elle a vu qu'il ne pouvait plus maintenir le train de vie qu'il lui avait promis.